Le campement est rangé. Le parc national d'Aiguebelle appartient maintenant au passé récent du voyage. Une toute nouvelle étape commence alors que la route reprend en direction du Témiscamingue, cette portion méridionale de la région où le paysage change progressivement de visage. Au fil des kilomètres, les grands espaces continuent de dominer l'horizon, mais la nature se transforme subtilement. Les vastes peuplements de la forêt boréale cèdent peu à peu la place à une végétation plus diversifiée. Les essences feuillues deviennent plus présentes, annonçant l'influence de la forêt laurentienne qui caractérise le Témiscamingue. Les lacs apparaissent régulièrement au détour des courbes, tandis que les champs agricoles déploient leurs nuances de vert tendre jusque vers les petites collines lointaines. Plus on avance vers le sud, plus cette identité particulière se révèle. Pourtant, une chose demeure inchangée, la grandeur. Une présence constante qui rappelle qu'ici, c'est encore la nature qui dicte le rythme du territoire. Je continue mon trip en Abitibi-Témiscamingue. J'ai commencé du côté de l'Abitibi, le pays de Richard Desjardins. J'ai pris la route ensuite dans de beaux vallons. La route est vraiment belle, il faut le dire, au passage, avec des paysages superbes, des lacs, des rivières. Et là, je me retrouve du côté du Témiscamingue, ici au parc Opémican, un parc national de la CEPAC, avec derrière moi la Grande Chute, qui est une chute sur la rivière Kipawa, qui, elle, débute évidemment son périple à partir du lac du même nom, pour nous donner ce spectacle extraordinaire. Une petite randonnée qui m'a amené ici pour débuter ma journée. Aujourd'hui, je vais faire 2-3 randonnées dans le parc, dont celle-ci que je viens de terminer avec la Grande Chute. Mais je m'en vais du côté ensuite de l'Inukshuk, qui est une belle randonnée en bordure de la rivière Outaouais, lac Témiscamingue, parce que vous savez que le lac, c'est l'élargissement de cette rivière Outaouais qui nous mène vers le nord et éventuellement la baie James. Bref, plein de plaisir en vue. Devant moi, la rivière Kipawa poursuit sa route avec une force impressionnante. Depuis longtemps, ce cours d'eau joue un rôle important dans l'histoire et le développement de la région. Aujourd'hui encore, plusieurs citoyens se mobilisent pour assurer sa protection et préserver le caractère naturel qui fait sa renommée. Le secteur d'Opémican possède aussi une histoire beaucoup plus ancienne. Bien avant la création du parc national, les rives de la Kipawa et du lac Témiscamingue servaient déjà de lieu de passage, de rencontre et d'échange pour les Premières Nations. Les découvertes archéologiques réalisées dans le secteur témoignent de cette présence humaine qui remonte à plusieurs milliers d'années. Je rencontre Karine Bergeron, directrice du Parc national d'Opémican. Présente depuis les débuts du parc et après y avoir occupé plusieurs fonctions, elle a contribué à façonner ce jeune territoire protégé et à lui donner sa personnalité d'aujourd'hui. Parc Opémican, c'est un des plus récents de la CEPAC, ça? Oui, en effet. On a ouvert nos portes en 2018. Donc, on est encore le dernier né des parcs nationaux au Québec, là, géré par la CEPAC. Le parc national d'Opémican, on a vraiment deux joyaux qui nous distinguent. D'abord, le secteur de la Pointe-Opémican. On a un site historique qui est intégré même à l'intérieur du parc. La Pointe-Opémican, c'est un ancien site pour la drave, pour le flottage du bois sur le lac Témiscamingue. En fait, toutes les activités de drave étaient gérées, coordonnées à partir de la Pointe-Opémican. Donc, il y avait vraiment un petit village là, à cet endroit-là. Puis, on a encore certains de ces bâtiments-là qui sont sur le site aujourd'hui, que les
gens peuvent venir visiter. L'autre joyau, c'est vraiment ici, dans le secteur de la rivière Kipawa, où on est, qui présente vraiment une belle biodiversité à protéger, puis aussi, elle se distingue par ses nombreux rapides de catégorie 3 ou 4. C'est vraiment une rivière d'eau vive. Ce que ça veut dire au Pémican. Oui. Peut-être Kipawa aussi. C'est deux noms d'origine algonquienne, d'Anishinaabe. Au Pémican, ça veut dire le long du chemin suivi. C'est comme un endroit, un arrêt propice pour eux le long du chemin qu'ils faisaient sur le lac Témiscamingue. Kipawa, ça veut dire c'est fermé. Puis c'est parce que le lac, c'est vraiment un embranchement de baies ou de canal qui s'ouvre sur une autre section de lac. Mais des fois, c'est des grandes baies que tu suis, puis là, finalement, t'arrives, puis c'est fermé, ça va pas plus loin. Des fois, les gens vont dire aussi que ça veut dire labyrinthe. Ça parle quand même. Oui, quelqu'un qui veut explorer le lac, il y en a pour des années. C'est un grand bassin, en fait, là. Vraiment un beau lac, là. Côté randonnée, ici, dans le parc, il y a quand même plusieurs kilomètres. Oui, on a quand même des beaux sentiers de randonnée à offrir, puis un peu pour tout le monde, hein. Autant les petites familles qui voudraient initier des enfants à la randonnée que les gens un peu plus aguerris qui veulent faire de la longue distance ou même de la course en sentier. Parle-moi donc un peu de cet espace-ci de prêt à camper. Celui-là, c'est le prêt-à-camper Makwa. Je vous garantis, là, c'est le prêt-à-camper dans le réseau de la CEPAC qui a la plus belle vue. On fait face à l'ouest. Donc, un spectacle de coucher de soleil à chaque soir, là. Fait que les gens ont intérêt à réserver tôt. Oui, exactement. Merci, Karine, pour les infos. Ça me fait plaisir. Merci. Le canot, pour moi, sur le territoire où j'habite, c'est l'outil le plus cohérent pour explorer la cour qui est en arrière de chez nous. Yo! J'attendais ce moment-là depuis le début du voyage. Retrouver mon vieux chum Guillaume. Hey, Guigui l'explorateur! Ça me ramène directement à mars 2018, alors qu'on traversait ensemble le lac Abitibi à ski nordique avec nos pulkas. 100 km en 5 jours, en plein hiver, avec une gang de passionnés de plein air, sous des températures qui faisaient pas toujours de cadeaux. Chaque matin, je faisais mes interventions en direct sur le réseau Attraction Radio, pendant que Guillaume racontait la même aventure aux auditeurs de Radio-Canada. On partageait déjà cette même envie de communiquer notre passion, puis de donner le goût aux gens d'aller jouer dehors. Entre les tempêtes, les longues journées de ski puis les soirées de camping d'hiver, une amitié s'est construite. On va se prendre une petite bière? Ouais, certain. Puis aujourd'hui, je le retrouve chez lui, dans son coin de pays. Évidemment, il est proche d'un lac. Évidemment, il y a un canot quelque part pas très loin. Ouais, ben, les grands esprits se rencontrent. Ouais, mais moi, c'est un cadeau d'autre. Ben, moi, C'est ma bière. c'est un cadeau d'accueilleur, Ah ouais, La bière locale, la ouais. place. Hey, good. prospecteur. Merci. Caroline, Cheers. ça vient, hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Des fois, il y en a qui manquent de gaz, hein? Ils prévoient pas assez. Le sentier de l'Inukshuk, c'est le genre d'endroit où on ralentit naturellement. À travers les arbres, le lac Témiscamingue apparaît constamment, disparaît, puis revient encore, comme s'il accompagnait chacun des pas. À certains endroits, il y a de vastes pineraies de pins rouges et de pins gris qui s'élèvent au-dessus du sentier, donnant à la forêt une allure noble et intemporelle. Ce que j'aime ici, c'est le côté très naturel du parcours. Peu d'aménagement, peu d'artifice. Juste
le sentier, la forêt, puis l'immense lac qui se dévoile dans toute sa grandeur. Sous les pieds, le terrain change constamment. Dans les yeux aussi. Tantôt en forêt, tantôt sur des caps rocheux avec des points de vue spectaculaires sur le lac. Un sentier simple, mais particulièrement beau, où le paysage ne cesse de se renouveler. Très, très plaisant ici, l'enchaînement de points de vue, des points de vue naturels. On n'a pas de construction humaine en bois. Et ça, c'est vraiment la nouvelle façon de faire maintenant. On le voit que le parc au Pémican ici est jeune. On ne s'est pas embarrassé de ça avec tout ce que ça coûte en termes d'entretien également. C'est le sentier de l'Inukshuk et le voici à côté de moi. Ce que ça veut dire, Inukshuk, bien, ça veut dire que ça ressemble à un humain, que ça représente un humain. Et on s'en servait essentiellement dans les territoires nordiques, arctiques même, je dirais, par les Yupik ou les peuples Inuits. Et c'était pour démontrer un peu les traverses de caribous parfois, les sentiers à emprunter pour se déplacer à travers cet immense territoire. C'était vraiment une question de survie et de communication. Je repars sur le sentier, c'est le fun, ça longe les falaises et ça longe surtout le beau lac Témiscamingue. Je connais rien, mais il va toujours y avoir de la neige au mois de janvier. Il va toujours y avoir un feu de forêt dans le temps des bleuets. Toujours y avoir du vent sur le Saint-Laurent. Tu peux pas changer ça. Le plein air, pour vrai, pour moi, ça fait partie de moi depuis que je suis jeune, mais je pense que ça fait partie de beaucoup de jeunes de la région. Moi, je suis né en Abitibi, je suis né proche de Rouen, à 20 km au sud de Rouen, en fait, dans un petit village qui s'appelle Bellecombe. J'ai eu la chance, en fait, de grandir avec une cour arrière qui était gigantesque. On avait 400 acres de terre chez nous. J'ai fréquenté ce territoire-là, je l'ai habité, je l'ai vécu de plein de façons. J'ai pêché, j'ai chassé, j'ai trappé. Juste au bout du rang, chez nous, on avait une rivière puis on pouvait pagayer. Fait que c'était comme un peu dans notre façon de vivre là, depuis très longtemps. Puis ça m'a suivi après pour le reste de ma vie. Ça n'a pas été très linéaire, ce parcours-là. Après mon cégep, je suis parti au Yukon. J'ai voyagé pendant 4 mois, je suis revenu. J'ai commencé un bac en plein air et tourisme d'aventure que j'ai pas fini. Je me suis un peu cherché. Fait qu'après, j'ai fait un bac en politique, une maîtrise en gestion de l'environnement, mais il y a quelque chose qui m'a toujours attiré à retourner vers le monde du plein air. Fait que quand je suis revenu en région, éventuellement, j'ai fondé ma propre entreprise pour guider des gens, pour former des gens en plein air. Et aujourd'hui, j'écris beaucoup sur le plein air. J'ai écrit un livre sur le canot. Je fais des piges pour des magazines spécialisés dans le domaine. Fait que je parle d'environnement puis de plein air, mais essentiellement, je trouve que les deux sont très liés. Là. Le canot, pour moi, sur le territoire où j'habite, c'est l'outil le plus cohérent pour explorer la cour qui est en arrière de chez nous. Il y a 22 000 lacs et rivières en Abitibi-Témiscamingue. Tout est interconnecté. Fait qu'un canot, qui est le meilleur outil parce qu'il charge beaucoup de stock, il se portage facilement, il peut faire de l'eau vive, il peut faire de l'eau calme, il peut faire des grands plans d'eau. Bien, cet outil-là, c'est comme imposé à moi assez rapidement parce que c'est l'outil le plus abouti pour explorer le territoire qui est le nôtre. Mais honnêtement, c'est probablement le meilleur outil pour explorer le Québec puis même le reste du Canada. Là, au Québec, les plans d'eau se comptent par millions. C'est la façon historique que les rivières étaient parcourues. Les rivières étaient des autoroutes, littéralement. C'est probablement l'outil qui décrit toutes les nations qui habitent sur le territoire où on est présentement. Chaque fois que je fais une expédition de canot, je me ramène à quelque chose qui est comme essentiel, puis c'est tout ce qu'on parcourt aujourd'hui a déjà été parcouru avant.
tout ce qui a été fait par des Autochtones avant moi, puis a été fait après par des voyageurs. À force de fréquenter un territoire, on s'y lie d'une certaine façon, puis on le lie aussi de la même façon qu'il était lu il y a 1000 ans. Quand on voit une plage accueillante, on se dit « je vais me baigner là ». Quand on voit un site de camping accueillant, on dit « on va passer là ». Quand on voit une place qui est enclavée, puis un gros rapide qui se descend pas en canot, qu'il y a juste une place où on pourrait marcher sur le côté, mais le portage est là. Mais le portage est là depuis 3000 ans, depuis 4000 ans. C'est ça qui est fou, parce que tu marches sur les traces du passé, littéralement. Plus on entretient une relation avec un territoire, plus on connecte avec le passé de ce territoire-là, puis les gens qui ont passé aussi avant moi. C'est très profond, mais ultimement, je pense que quand on allume cette flamme-là de curiosité, de se dire « je suis pas le premier », qu'on essaie de réfléchir à ce que les autres pensaient avant nous, mais on ne peut que s'émerveiller devant ça. En expédition, là, t'es obligé de vivre le moment présent. Tu pagaies, tu manges, tu dors. Puis dans cette routine-là, tu réfléchis à ta vie. Tu réfléchis à ce qui te manque, puis à ce qui te manque pas. Je teste plusieurs dizaines de sacs à dos chaque année et la première question qu'on doit se poser, c'est pas la marque ou la couleur, c'est plutôt quel genre d'activité on va pratiquer avec le sac et lequel va être le plus confortable pour nous. Pour une randonnée d'une journée, un sac comme le Deuter Futura 26 est idéal. C'est léger, confortable, doté d'un système de ventilation dorsale Air Confort. Ça permet de transporter l'essentiel tout en gardant le dos plus au sec lors des journées chaudes. Si vous recherchez davantage de vitesse et de performance, le Speedlite Pro 25 mise sur la légèreté, la stabilité et une grande liberté de mouvement. C'est un excellent choix pour les randonneurs sportifs qui aiment couvrir beaucoup de kilomètres. Pour les aventures hivernales en ski hors piste ou en planche, le Freerider 30 offre des systèmes de fixation pour les skis, le snowboard et l'équipement de sécurité, tout en restant compact et robuste. Les amateurs d'alpinisme vont plutôt se tourner vers un modèle comme le Guide 24. Sa conception épurée, sa durabilité puis ses nombreuses options d'attache pour piolets, casque et cordes en font un compagnon de choix en montagne. Lorsqu'on parle de trekking sur plusieurs jours, le confort devient primordial. Le Futura AirTrek 50+10 privilégie la ventilation et la capacité de chargement, tandis que le Air Contact Ultra 50+5 est conçu pour les longues expéditions où chaque gramme compte, avec un excellent transfert de poids vers les hanches. En résumé, choisissez toujours votre sac à dos en fonction de l'activité que vous allez pratiquer, du volume que vous allez avoir à transporter en termes de matériel, la durée de votre sortie et du confort que ça va vous procurer. Un sac à dos, ça ne transporte pas seulement votre équipement, ça protège votre énergie et ça va rendre vos randos beaucoup plus agréables. Ce qui est particulier quand on pagaie en Abitibi-Témiscamingue, c'est le fait que c'est peu fréquenté, puis il y a 22 000 lacs et rivières. T'sais, cette quantité de lacs et de rivières-là qui sont connectés et qui nous permettent de voyager à travers le territoire en canot, ça n'existe pas à beaucoup d'endroits, puis ça n'existe pas dans toutes les régions du Québec. Je mets un canot sur le top de mon char à Rouen, je fais 5 minutes de voiture, puis je le mets à l'eau, puis je peux faire ce que je veux pendant 20, 30, 40 jours. Puis à partir du moment où j'ai fait un premier portage, il y a bien des chances que je ne recroise plus personne. Aujourd'hui, j'ai pagayé toute la journée, j'ai croisé aucun autre bateau. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est une richesse, comme cet endroit-là, sauvage, peu fréquenté, mais pourtant d'une grande beauté. La nature, quand tu te donnes le trouble, finit par te récompenser d'une façon ou d'une autre. En expédition, là, d'un, tu es obligé de vivre le moment présent. Tu pagaies, tu manges, tu dors, tu pagaies, tu manges, tu dors, tu pagaies, tu manges. Puis ça devient extrêmement simple. Puis dans cette routine-là, tu réfléchis à ta vie. Puis tu réfléchis aux choses qui avancent. Puis tu réfléchis aux choses qui avancent pas. Puis tu réfléchis à ce qui te manque, puis à ce qui te manque pas. T'sais, mon téléphone, mes courriels, mes notifications, je m'ennuie jamais de ça. Mais les gens que j'aime, les beaux moments que je passe avec, c'est les choses qui me marquent le plus, en fait.
On dirait que ça nous force à réfléchir à comment simplifier nos vies. Parce que si tu es heureux avec une tente, un canot puis de la bouffe, on a-tu besoin de tous les artifices qu'on essaie de nous vendre de façon perpétuelle? T'sais, puis je suis pas détaché de ça, mais ça ramène quand même à cette réflexion-là à chaque fois. Là. Puis la deuxième chose, c'est qu'on se teste soi-même, finalement. T'sais, on va pas se battre contre la nature, on va se battre contre soi-même. On n'est plus défini par la couleur de notre manteau ou si c'est celui de l'année ou de l'année précédente. Il n'y a personne pour te juger. Là. Ton manteau, il est-tu imperméable? C'est ça la vraie question. T'sais. C'est ça. T'es face à toi-même, face aux éléments, face à la nature. Puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose de beau quand on réussit à faire de l'introspection assez sérieuse par rapport à ça. Je termine ma journée à un endroit assez stratégique pour la région, je dirais, où tout a commencé. Le fort Témiscamingue, une pointe qui s'avance comme ça dans le lac Témiscamingue, qui est évidemment aussi un élargissement de la rivière Outaouais, comme on le sait, qui était l'autoroute un peu de la traite des fourrures, donc entre les gros commerçants qui envoyaient des trucs du côté de l'Europe à Montréal et ce qui se passait à la baie James, la baie du Hudson, donc un carrefour stratégique entre les deux. Il y avait pas mal de gens qui faisaient de la randonnée ici, on va se le dire, les coureurs de bois par exemple, les gens qui faisaient du canot, transport des pots, transport des gens sur la rivière des Outaouais, dans cet axe-là, sud-nord, nord-sud, pour la traite des fourrures. Parlant de canot, je suis très content d'avoir revu mon grand chum, Guillaume. Quand même drôle de le voir, lui, faire du canot dans cet endroit mythique pour ce sport, pour cette embarcation, ce moyen de transport. Puis moi qui fais de la randonnée, faire un petit peu écho aux gens qui étaient nos ancêtres dans le coin. Après ma journée avec mon chum Guillaume, une belle journée au parc Opémican. C'était ma première fois dans ce parc. J'ai découvert de sentiers formidables. Il y avait vraiment de petits bijoux à travers le parc. Puis, de façon plus large, l'Abitibi-Témiscamingue, superbe région. J'ai rencontré des gens formidables, des gens qui aiment leur territoire, qui aiment en parler, qui sont passionnés par le territoire, qu'ils aiment, qu'ils côtoient jour après jour, qu'ils explorent encore aujourd'hui. En tout cas, l'Abitibi-Témiscamingue, ça reste ici. Je vais y revenir sans doute beaucoup plus tôt que tard. Ici, l'exploration n'appartient pas qu'au passé. Elle demeure un mode de vie. On marche, on pagaie, on roule, toujours avec l'impression qu'il reste encore un lac à découvrir, une rivière à suivre ou un horizon à rejoindre. L'Abitibi-Témiscamingue nous rappelle quelque chose d'essentiel. Nous faisons partie de ce territoire autant qu'il fait partie de nous. Et c'est sans doute pour cela qu'on repart toujours un peu changé et profondément retrouvé.